413 jours. C'est le nombre de jours consécutifs pendant lesquels Donald Trump n'est jamais repassé au-dessus de zéro dans un seul sondage qualifié par CNN. Alors pourquoi son entourage continue de répéter, micro en main, que tout va bien ? Parce que ce chiffre-là, personne dans l'administration ne veut le prononcer à voix haute. Vous allez voir des ministres monter sur scène cette semaine, sourire aux lèvres, pour annoncer des victoires qui n'existent nulle part ailleurs que dans leur propre communiqué de presse. Vous allez entendre un sénateur républicain expliquer, sans rire, qu'il n'y a rien à faire pour des victimes d'abus sexuels. Et pendant ce temps, à Washington, 2 décisions institutionnelles viennent d'être prises en toute discrétion, une au ministère de la Justice, une à la Poste fédérale. Et ces 2 décisions-là ont un point commun glaçant. Elle ne protège pas les Américains. Elle protège un seul homme. C'est pas une histoire de sondage qui baisse un peu. C'est une histoire de ce qui se passe quand un pouvoir qui s'effondre dans l'opinion publique se met à reconstruire, en coulisses, les digues qui doivent le protéger jusqu'aux élections de mi-mandat. Ce n'est pas juste une chute de popularité. C'est un problème de survie politique. Et la manière dont ce pouvoir choisit de survivre devrait tous nous inquiéter. On va faire ça en 3 temps. D'abord, l'ampleur réelle de l'effondrement dans l'opinion, avec des chiffres qu'on va vérifier ensemble, poste par poste. Ensuite, le mécanisme caché derrière 2 décisions prises presque le même mois, une à la justice, une à la poste, qui n'ont l'air de rien séparément, mais qui, mises bout à bout, dessinent une seule et même logique. Et enfin, ce que ça veut dire pour les élections qui arrivent dans un peu moins de 100 jours. Et pour vous donner une idée tout de suite de ce dont on parle, un des 2 dossiers concerne littéralement qui a le droit de recevoir son bulletin de vote par courrier l'année prochaine. Restez avec moi, parce que ce détail-là mérite qu'on s'y arrête. Commençons par les chiffres, parce que ce sont eux qui expliquent la panique qu'on voit affleurer chez les cadres de l'administration. D'après l'agrégateur de CNN tenu par Harry Enten, Donald Trump n'a plus connu un seul sondage qualifié positif depuis le 29 mars 2025. Il faut savoir que ce genre d'agrégateur ne retient que les instituts qui respectent des critères méthodologiques stricts. Ce n'est pas un sondage isolé qu'on brandit pour l'occasion. C'est la moyenne de tous les instituts sérieux, mois après mois. Résultat, plus de 400 jours d'affilée dans le rouge. Enten lui-même a comparé cette trajectoire à une pente qui glisse doucement vers la mer, un mois après l'autre, sans jamais remonter. Et le détail qui compte vraiment, c'est la comparaison avec son premier mandat. En 2017, à la même période de sa présidence, Trump était environ 12 points dans le négatif. Aujourd'hui, il a franchi la barre des 20 points sous l'eau. C'est pas juste pire, c'est structurellement pire. Parce que ça veut dire qu'un socle électoral qui tenait encore la première fois s'est mis à se fissurer la seconde fois. Regardez bien ça, chez les électeurs indépendants, ceux qui décident en général des élections serrées, on est passé d'environ moins 8 points à moins 47 points en l'espace de quelques mois seulement. C'est pas une baisse, c'est un décrochage. Et voilà où ça devient intéressant, parce que ce décrochage ne s'arrête pas aux indépendants. Même chez les électeurs républicains modérés, cette portion du parti qui votait pour lui à plus de 60 points d'écart face à Kamala Harris en octobre 2024, le soutien s'est effondré à un niveau proche de la simple majorité. On parle d'une chute de plusieurs dizaines de points en moins de 2 ans, dans son propre camp. Alors quand vous entendez un cabinet ministre monter sur une estrade dans le Minnesota et répéter fièrement qu'on a viré le côté woke fou, comprenez que ce discours ne s'adresse même plus à l'opinion publique. Il s'adresse à une base qui elle-même commence sérieusement à douter. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est jamais qu'un problème de communication, un creux d'impopularité, comme tous les présidents en connaissent à un moment ou un autre de leur mandat. C'est presque rassurant, non? Sauf que non. Parce que les marchés de prédiction, ces plateformes où des gens misent de l'argent réel sur des résultats politiques et qui ont historiquement un bon flair pour sentir les tendances de fond, donnent désormais aux démocrates près de 84% de chances de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants contre 73% quelques mois plus tôt seulement. Les républicains, eux, sont tombés à 16%. C'est pas une prévision abstraite, c'est de l'argent qui parie contre Trump, et cet argent-là ne fait pas de sentiment. Ce sentiment que vous aviez en regardant les cabinets ministres applaudir sur scène, pendant que le pays semblait glisser dans une autre direction, il était juste, il n'y avait pas d'incohérence dans votre perception. C'est le discours officiel qui s'était détaché de la réalité, pas votre lecture des événements
Mais attendez, il y a un truc qu'on est en train de rater si on s'arrête à la seule lecture électorale de ces chiffres. Parce qu'un effondrement de cette ampleur, dans l'histoire récente de la politique américaine, ne se contente jamais de rester un problème de communication. Il déclenche des réflexes de survie institutionnelle. Et c'est exactement ce qu'on observe cet été dans 2 dossiers qui, pris séparément, semblent presque techniques, presque ennuyeux. Et c'est justement pour ça qu'ils sont dangereux. Le premier dossier concerne le ministère de la Justice. Todd Blanche, l'ancien avocat personnel de Donald Trump devenu numéro 2 du ministère, a validé cette année un accord qui accorde à Trump, à ses fils Eric et donc Junior, et aux entités qui gèrent leurs affaires, une immunité fiscale rétroactive couvrant l'ensemble des déclarations déposées avant la fin du mois de mai 2026. Ce n'est pas une allégation, c'est un fait établi, documenté dans le cadre du règlement d'un litige de 10 milliards de dollars entre Trump et le fisc fédéral, un ancien avocat personnel devenu régulateur qui décide que son ancien client n'a plus à répondre du passé. Il n'a même pas fallu changer de bureau pour changer de casquette. C'est pas de la maladresse. C'est une manière de faire répéter, parce que quand des sénateurs comme Tom Tillis ou John Cornyn, présentés eux-mêmes comme des voix modérées du parti, expliquent que l'accord a été resserré par rapport à sa version initiale, il faut comprendre ce que ça signifie concrètement. L'immunité couvre toujours, sans exception, l'intégralité du passé fiscal de la famille. On ne resserre pas un filet qui continue de tout couvrir jusqu'à la ligne de départ. On donne juste un mot rassurant à prononcer devant les caméras. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que des accords de règlement fiscal entre un contribuable et l'administration existent depuis toujours, et que ce ne serait pas la première fois qu'un dossier fiscal complexe se termine par une transaction plutôt que par un contentieux interminable. Devant les tribunaux, l'administration fiscale elle-même a un intérêt légitime à clore des dossiers coûteux et incertains plutôt que de s'enliser des années en procédure. C'est un vrai argument et il faut lui reconnaître qu'il repose sur une pratique administrative réelle, pas inventée pour l'occasion. Sauf que la différence ici tient dans un seul mot, rétroactivité totale et absence de contrepartie vérifiable. Un règlement fiscal ordinaire s'accompagne généralement d'un audit indépendant, d'une évaluation contradictoire de ce qui est dû. Ici, c'est l'ancien avocat personnel du bénéficiaire qui a rédigé les termes de l'accord dont bénéficie son ancien client. C'est pas un compromis entre 2 parties adverses, c'est un même camp qui négocie avec lui-même et qui présente le résultat comme un compromis équilibré. Le problème, c'était pas l'absence de contrôle fiscal, c'était que le contrôleur et le contrôlé étaient devenus la même personne. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que ce premier dossier avance, un second presque invisible pour le grand public se met en place à la Poste fédérale des États-Unis, et celui-là touche directement votre droit de vote, à vous, si vous êtes citoyen américain ou celui de vos proches là-bas. David Steiner, l'actuel directeur général de la Poste, celui qui a succédé à Louis DeJoy après le départ chaotique de ce dernier début 2025, a annoncé en juin 2026 une règle qui change la donne. La Poste fédérale refusera désormais de distribuer les bulletins de vote par correspondance dans les États qui refuseraient de transmettre leur liste électorale au gouvernement fédéral. Ces listes seraient ensuite comparées à des bases de données du ministère de la Sécurité intérieure, sous couvert d'un décret présidentiel intitulé « En substance, garantie de l'intégrité et de la vérification citoyenne dans les élections fédérales ». Comprenez bien le mécanisme concret derrière ce nom rassurant. Ce n'est pas la Poste qui décide qui a le droit de voter, c'est le gouvernement fédéral qui décide, via une base de données opaque, quels électeurs méritent que leur bulletin arrive jusqu'à leur boîte aux lettres. Juste une seconde, parce que ce détail mérite qu'on s'y arrête. La Constitution américaine confie l'organisation des élections aux États, pas au gouvernement fédéral, précisément pour éviter qu'un pouvoir central ne puisse un jour décider, à sa guise, qui a le droit de participer. Utiliser l'appareil postal fédéral comme verrou de filtrage, ça revient à contourner cette répartition constitutionnelle par la porte de service, pas en changeant la loi électorale, mais en changeant qui a le droit de recevoir son enveloppe. Il y a une raison pour laquelle ce dossier-là ne fait presque jamais la une des grandes chaînes conservatrices. Ce n'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel,
Parce que raconter cette histoire correctement obligerait à admettre qu'un service public censé rester strictement neutre est en train de devenir un instrument de tri électoral. Et là, un peu d'histoire, vite fait, parce que ça éclaire tout. Louis Desjoye, le prédécesseur de Steiner, avait déjà fragilisé la Poste pendant le premier mandat de Trump en supprimant des machines de tri en pleine période électorale, provoquant des retards massifs qu'on a vus jusqu'à Atlanta, où le courrier n'arrivait alors que dans 16% des cas à un moment donné. Ce nouvel épisode ne sort donc pas de nulle part. C'est la même institution fragilisée une première fois par un homme d'affaires proche de Trump, qu'on rend maintenant vulnérable une seconde fois, avec un objectif encore plus direct, ne plus se contenter de ralentir le courrier, mais décider lequel arrive. Ce que je sentais depuis le début sur ce premier point, c'était vrai. Un pouvoir qui perd l'opinion publique ne cherche pas seulement à convaincre. Il cherche à modifier les règles du jeu avant que l'opinion publique n'ait à se prononcer une nouvelle fois dans les urnes. Et ce deuxième fil est encore plus grave que le premier parce qu'il ne concerne pas seulement l'argent de la famille Trump. Il concerne littéralement qui, en Amérique, aura le droit d'exprimer son désaccord avec elle dans les urnes en 2026. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement la mécanique administrative de ces deux dossiers pris isolément. C'est ce qu'il révèle quand on les met côte à côte. Un ministère de la Justice qui protège la fortune personnelle du président sur le passé et un service postal qui verrouille l'accès au vote sur l'avenir. La même architecture de protection appliquée à deux moments différents du calendrier, hier pour l'argent, demain pour le pouvoir. Ce n'est pas un accident de gouvernance, c'est un schéma. Et ce schéma-là ressemble à s'y méprendre à ce vieux cheval de Troie des récits politiques. La menace ne rentre jamais par effraction, elle rentre par la porte qu'on lui a nous-mêmes ouverte, sous un nom rassurant, un décret aux allures administratives, une clause fiscale resserrée. Personne n'a forcé quoi que ce soit, on a juste laissé la porte entrouverte au bon moment, avec le bon vocabulaire. Il y a même une dimension presque comique, si le sujet n'était pas aussi grave. Le même mois où l'administration proclame avoir restauré la confiance dans les institutions, son propre ministère de la Justice explique publiquement pourquoi son ancien avocat personnel peut rédiger les règles fiscales dont bénéficie son ancien client sans que ça pose de problème. En clair, on vous demande de faire confiance à l'arbitre, sachant que l'arbitre jouait dans l'équipe adverse jusqu'à l'année dernière. Ce genre de contradiction, on la retrouve ailleurs dans cette administration, presque sous forme de running gag. Le porte-parole du ministère lui-même a tenu, lors d'une conférence de presse récente, une phrase qui vaut la peine d'être répétée mot pour mot, tant elle décrit bien ce moment. Quand je vous mens, et que vous savez que je vous mens, et que je sais que vous savez que je vous mens, c'est comme ça que les pays s'effondrent. Il parlait d'un autre dossier de corruption administrative ce jour-là, mais la phrase s'applique presque trop bien à ce qu'on vient de démontrer sur la Poste et sur le fisc. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des chaînes proches de l'administration. C'est pas un hasard de calendrier éditorial. C'est que ces deux dossiers, mis en lumière ensemble, racontent une histoire que personne au sommet n'a intérêt à voir circuler avant les élections de mi-mandat. Il faut aussi être honnête sur un dernier point avant d'aller plus loin, parce qu'il compte, cette affaire s'inscrit dans un climat de guerre qui a déjà largement épuisé la confiance envers l'administration, entre les revirements successifs sur l'Iran et les stocks de munitions annoncés à sec, mais ce qu'on vient de voir avec le fisc et la Poste n'a rien à voir avec la politique étrangère. C'est une affaire strictement intérieure, strictement domestique, et c'est peu être ce qui la rend encore plus révélatrice. Même sans crise extérieure pour détourner l'attention, le réflexe institutionnel reste exactement le même: protéger le sommet, verrouiller la base. Et pour être précis et honnête, jusqu'au bout sur le niveau de certitude de chacun de ces deux dossiers, le règlement fiscal de Todt Blanche est un accord administratif documenté et confirmé par plusieurs organes de presse, mais sa légalité complète n'a pas encore été tranchée par un tribunal fédéral indépendant, ce qui reste établi. En revanche, c'est sa portée rétroactive, décrite publiquement par le ministère lui-même. La règle postale de David Steiner, elle, est une politique annoncée et en cours de mise en œuvre, pas encore un dispositif pleinement testé lors d'un scrutin réel.
le nom du responsable, la date de l'annonce, le mécanisme de transmission des listes électorales au ministère de la Sécurité intérieure, tout ça est établi. Ce qui reste à observer, c'est son application concrète au moment du vote. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les 100 jours qui viennent ? Ça change que les chiffres qu'on a vus au début, cet effondrement dans l'opinion, cette avance démocrate qui grimpe dans les marchés de prédiction, ne sont plus simplement des indicateurs de popularité. Ce sont, littéralement, l'horizon que ces deux décisions cherchent à éviter. Un fisc qui protège la famille au pouvoir et une poste qui filtre les électeurs. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier entre deux administrations différentes. C'est la même main qui, en même temps, sécurise le passé financier et tente de sécuriser l'avenir électoral. Plus un pouvoir s'effondre dans les sondages, plus il investit dans les structures qui n'ont pas besoin des sondages pour continuer à fonctionner. Revenez avec moi à la question du départ. 413 jours dans le rouge, un effondrement chez les indépendants, un effondrement même chez les modérés de son propre camp. Vous êtes venus pour comprendre l'ampleur d'un rejet politique. Vous repartez avec la preuve que ce rejet-là a déclenché, en coulisses, la construction de 2 digues institutionnelles, une pour l'argent, une pour les urnes, pendant que les caméras étaient braquées ailleurs. Ce niveau de détail, il faut aller le chercher soi-même. Personne ne vous le sert sur un plateau, surtout pas les chaînes qui préfèrent applaudir des ministres en meeting, plutôt que de lire un décret sur la distribution du courrier électoral. C'est pas un accident de gouvernance, c'est un schéma. Et pendant que ces 2 dossiers avancent tranquillement dans les couloirs de Washington, ce sont des électeurs ordinaires, dans des États entiers, qui risquent de découvrir en novembre 2026 que leur bulletin de vote n'est jamais arrivé, pendant que les porte-paroles continuent, eux, de répéter en meeting qu'on a rendu leur pays aux Américains. C'est pas un détail administratif abstrait pour ces électeurs-là, c'est la différence entre voter et ne pas voter. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Un gouvernement qui accepte une seule fois l'idée que le contrôleur et le contrôlé puissent être la même personne ne s'arrête généralement pas à un seul dossier. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Et ici, ce n'est même plus un œuf qu'on prend, c'est la mécanique même qui décide qui a le droit de participer à la suite. On a commencé avec un chiffre de sondage. On termine avec la preuve que ce chiffre a directement motivé 2 décisions qui touchent. L'une, votre argent d'État, l'autre, votre droit de vote. La vraie question qui reste ouverte, ce n'est pas de savoir si l'administration va continuer à perdre du terrain dans l'opinion. C'est de savoir combien de digues institutionnelles supplémentaires seront construites avant que les Américains n'aient une nouvelle occasion de se prononcer dans les urnes, et si ces digues-là seront encore visibles au moment où il sera trop tard pour les démonter. Tout ce qui touche la poste fédérale et les élections de mi-mandat va bouger vite dans les prochaines semaines. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas rater la suite.